Merci d'avoir choisi Renouveau TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Regard Croisé. Regard Croisé aujourd'hui, nous avons comme invité M. Badi Aïdara. Il est expert statisticien. Et M. Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Et cette semaine écoulée? Ça va très bien, Dieu merci. Les statistiques sont bonnes? Très bonnes. Ah, d'accord, Dieu merci. M. Abdallah Yattara, toujours, toujours présent au poste. Oui, merci beaucoup. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et la famille? Ça va bien, merci. La semaine écoulée? Et Dieu merci. Donc, merci pour l'invitation. Oui. Salut mes co-débatteurs. Okay. Et bonne émission à nous tous. Dieu merci. Docteur Amadou Touré, enseignant-chercheur. Docteur Touré? Oui, bonsoir Antoine. Vous êtes face à face aujourd'hui encore. Hein? Oh oui, c'est mon gars. Et les regards se croisent bien. Oui, les gens me demandent comment ça se passe avec Dabdal. La main, c'est très bien, on se comprend. Ah d'accord. Je comprends beaucoup. Merci bien. Donc, merci, Dr Touré. Notre quatrième invité, c'est M. Bassirou Sidibé, consultant. Donc, avec la pluie, je pense qu'il est un peu en retard. Il va nous trouver au cours de l'émission. Il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des 5 ans de la transition août 2020, août 2025. Cela fait donc 5 ans. Donc, la transition, nous allons parler sur l'état sécuritaire au Mali aujourd'hui. Nous allons parler sur l'économie. Nous allons parler sur la diplomatie et peut-être nous allons sortir avec les priorités d'aujourd'hui. Donc, je m'en vais vers Dr Touré. Dr Touré, ça fait 5 ans. Oui, 5 ans, tout à fait. Août 2020, août 2025. Tout à fait. Et la transition aujourd'hui, l'état sécuritaire au Mali. Quel est votre regard là-dessus? Merci Antoine. Avant de commencer, mes vives félicitations aux Aigles d'abord. Pour la première fois, vraiment. Nous sommes en finale. L'entraîneur, le coach, c'est un tomboxien. Donc c'est une grande fierté. Voilà. Un rappel aussi pour la route, Léré Gouma. Voilà. Je suis sûr que tu trouveras une réponse d'Abdallah. Voilà, merci bien, d'accord. Donc, comme tu l'as dit, en 5 ans, la transition a pu briser les chaînes du passé. Parce qu'on est en train de réécrire une nouvelle histoire de souveraineté. Oui. Et à retenir que la transition malienne, c'est une période extrêmement complexe et très dynamique. Si on parle de sécurité, c'est qu'on doit retenir 2 points. La résilience et les bravoures des femmes. Quand on parle de résilience, malgré le minimum avant 2020 et post-2020, nous avons su qu'il y a eu des réformes audacieuses qui ont permis à l'armée de se restructurer, de se moderniser. Donc il y a la résilience. Et le deuxième point, c'est le partenariat stratégique qui ont contribué à la modernisation de l'armée malienne, notamment la Turquie et la Russie. Donc sur ces 2 points, nous pouvons dire que sur le plan sécuritaire, il y a une nette évolution, une nette amélioration en termes de capacité opérationnelle, en termes d'équipement et en termes de formation. Et malgré tout ceci, certains défis existent. Les défis qu'on appelle notamment la lutte contre. Il y a eu beaucoup de recrutement aussi. Il y a beaucoup de recrutement, formation, les tactiques opérationnelles, les plans colloquiaux qui sont en cours. Bref, c'est pour dire que si on voit l'historique du Mali de 1960 à 2012, 2025, il y a vraiment une nette amélioration de l'armée malienne pour que l'armée malienne puisse répondre de mieux aux attentes de la population. Certes, il y a les défis, tels qu'on a le terrorisme. Nous avons aussi la guerre par procuration que certains imposent au Mali. Oui. Donc, Dr Touré, nous voyons aussi que, vous avez dit, il y a une évolution. En réalité, il y a plus de base des terroristes, mais les terroristes aussi ont changé de tactique. Aujourd'hui, est-ce que cela prouve qu'ils sont en débandade? Oui, c'est ça que j'avais dit. La souveraineté militaire sécuritaire au Mali se concrétise par la récupération des territoires clés. Ça, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire qu'on a la capacité opérationnelle. Mais ça donne une autre forme. Oui, ça donne. Il n'y a plus de territoire. Mais comme on a dit, la puissance militaire, la montée en puissance n'exclut pas les attaques terroristes et la guerre asymétrique. Oui. Donc c'est une nouvelle évolution des attaques que nous sommes en train de subir. Par ce qu'on appelle la procuration par État sponsor. Donc pour votre information, l'autre jour, il y a certaines informations qui circulaient que des pays voisins seraient de points d'entrée d'armement technologique pour les groupes armés. Donc ce qui prouve à suffisance que la montée en puissance de l'armée, il n'y a plus question pour les groupes terroristes armés de faire la guerre conventionnelle au Mali. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de face-à-face, il n'y a plus de territoire occupé. Mais ils peuvent faire des incursions sous le couvert ou sous la complicité d'États sponsors. Donc ce qui montre que l'évolution de ce qu'on est en train de suivre, en plus de ce terrorisme, nous sommes en train de suivre une nouvelle forme
de guerre asymétrique qui consiste à asphyxier l'économie malienne. C'est-à-dire que c'est des gens qui attaquent l'économie, qui attaquent les industries, qui refusent de combattre de façon conventionnelle avec nos femmes. Donc ici, c'est notre bravoure et notre capacité à récupérer les territoires clés de notre Mali. D'accord. Monsieur Yattara, 5 ans après aujourd'hui, 2020-2025, quel est votre regard sur le bilan sécuritaire au Mali? Merci bien, M. Antoine. Je crois que à l'analyse du discours à la nation du colonel-major à l'époque, Ismaël Ouagui, le 19 août 2020, 2 points ressortaient par rapport à la sécurité. Le premier point, c'est quoi? Il disait dans une partie de son discours, des villages entiers sont brûlés, des paisibles citoyens massacrés et la perte de nos compagnons d'armes. À l'analyse de ce premier élément, on voit que pratiquement, c'est un peu le lot quotidien aujourd'hui. Pratiquement, les villages, c'est vide pour les arrondissements, pour les cercles et souvent pour les chefs-lieux de région. Et la perte de nos compagnons d'armes, effectivement, nous en connaissons, nous en subissons. Et jusqu'à présent, il va falloir vraiment trouver une solution à ça. Ça veut dire que ce grief qui est dans son discours à la nation pour justifier le coup d'État n'a pas encore trouvé solution. Deuxième élément par rapport à la sécurité, il disait toujours dans son discours à la nation, et MINUSMA, Barkhane, Takuba, G5 Sahel demeurent nos partenaires pour la restauration de la sécurité. Aujourd'hui, effectivement, chemin faisant, je crois que ces 4 organisations ont été complètement chassées du Mali et nous sommes aujourd'hui face à notre destin. Effectivement, j'ai dit une fois que le Mali est un pays, mais pas une nation. Tout nous divise, mais le seul élément qui unit aujourd'hui les Maliens, ça c'est l'armée et ça c'est la sécurité. Et sur ça, les Maliens sont complètement d'accord. Effectivement, en 2020, nous étions dans une guerre asymétrique. La guerre a changé de forme. De Serval, on est venu à Barkhane, Takuba, et puis on a fini par la MINUSMA. Donc, d'une guerre de rébellion, on s'est retrouvé dans une guerre asymétrique. Jusqu'à présent, nous sommes dans cette guerre asymétrique. Plus complexe. Voilà, plus complexe et plus difficile à mettre fin aussi. Comprenez? Donc, moi, je trouve que par rapport à la sécurité, ce qu'on peut dire aujourd'hui, et ça c'est clair, nos 19 régions sont sécurisées. Sur les 159 secteurs, 130 à 140 sont sécurisés. Mais tous les problèmes se trouvent aujourd'hui entre les villages et les arrondissements. Et là, on n'arrive pas à trouver de solution par rapport à ça. Il va falloir vraiment trouver notre stratégie militaire pour pouvoir lutter contre la sécurité. Selon vous, la sécurité s'améliore? Avec les équipements, la formation... Non, vous savez, forcément, quand vous faites le bilan de 2020 aujourd'hui, par rapport à l'équipement, on s'est équipé. Avec effectivement le vecteur aérien qui est venu vraiment en appui de nos troupes au sol. Parce qu'en 2020, pratiquement, il n'y avait pas de vecteur aérien. Donc, effectivement, l'armée de l'air n'était pas aussi dotée de matériel pour pouvoir appuyer les troupes au sol. Mais aujourd'hui, il faut se reconnaître que l'armée de l'air est équipée aujourd'hui et les troupes au sol, effectivement, bénéficient de la couverture aérienne et bénéficient aussi de l'avantage de ces armements aériens qui font progresser leur avancée sur le terrain. Mais n'en déplaise qu'aujourd'hui, moi, j'ai dit que le Mali, c'est 1 241 000 km². Et aujourd'hui, force est de reconnaître, il faut se mettre à l'évidence qu'on n'a ni le matériel ni l'effectif nécessaire pour sécuriser 1 241 000 km². Mais selon vous, l'armée avance? Non, il y a des points positifs forcément par rapport à 2020. Comprenez, ne serait-ce même que la récupération des 14 emprises MINUSMA, y compris Kidal, et surtout la récupération de Kidal qui était vraiment symbolique. On dit aujourd'hui qu'effectivement, il y a eu une avancée. Parce qu'en 2020, pratiquement, les 19 régions, aujourd'hui, n'étaient pas complètement sous la tutelle de l'armée malienne. Les 159 cercles, aujourd'hui, n'étaient pas complètement sous le couvert de l'armée malienne. Mais aujourd'hui, et les 19 régions et les districts, et peut-être les 140 à 130 cercles sont aujourd'hui sous le couvert de l'armée malienne. Mais il va falloir encore redoubler d'efforts pour vraiment que le territoire puisse être sécurisé à 100%. Et Yamoussa Kamara même l'a dit, le général Yamoussa Kamara l'a dit, j'aime le répéter, il a dit vraiment, il faut vraiment un bon maillage du territoire. Vous voyez, et c'est ce qui
qui nous manque. Effectivement, nous sommes en train de faire des recrutements pour pouvoir vraiment sécuriser 1 million 240 000 km². C'est pas du tout facile à sécuriser. Et c'est pas du tout facile aussi avec l'effectif qu'on a, avec l'élément qu'on a. Je crois qu'il va falloir peut-être repenser une autre stratégie. Et je l'ai dit, la sécurité, c'est pas uniquement avec les armes. Et je l'ai dit, et je le répète, je n'hésiterai de le répéter. Il va falloir aussi intégrer le paramètre du dialogue, le paramètre de négociation aussi à la lutte contre l'insécurité pour pouvoir mettre fin vraiment à cette insécurité. D'accord. Monsieur Aïdara, après Touré et Abdallah qui dit qu'il a repris certains éléments du discours du général Ouagué 2020 à aujourd'hui. Selon vous, sur le plan sécuritaire au Mali, pendant ces 5 ans-là, votre regard? Sur le plan sécuritaire, je pense que les choses sont assez claires. Le changement stratégique qui a eu lieu est assez clair. Nous avons décidé de reprendre en main notre destin, à entreprendre de nous sécuriser nous-mêmes, avec nos propres moyens, avec notre propre armée. Bien évidemment, dans le monde actuel où on est, le Mali n'est pas producteur d'armes. Le Mali ne commercialise pas des armes. Donc, pour mettre en place un outil de défense, nous avons besoin d'avoir un allié qui nous mette à disposition du matériel abordable. Il se trouve que de nos jours, le matériel abordable et les partenaires qui acceptent de nous donner ce matériel et de nous aider à utiliser ce matériel, c'est essentiellement les pays asiatiques. On peut compter la Chine, la Russie, la Turquie, qui sont aujourd'hui les nouveaux partenaires. On peut aussi compter l'Iran pour les technologies de drones, qui sont aujourd'hui les nouveaux partenaires qui sont en train de nous aider sincèrement à développer notre armée. Et donc, le résultat de cette politique, concrètement, c'est la récupération de plusieurs régions. On a tort souvent de parler de Kidal, mais en 2019-2020, les zones où l'armée patrouillait régulièrement et occupait ses positions d'antan, il s'agissait de la région, une partie de la région de Tombouctou, une grande partie de la région de Kidal, une partie de la région de Gao. Ces 3 régions étaient presque abandonnées en partie. Et il a fallu que nous menions une offensive qui a commencé après les attaques du bateau, un peu avant, du côté de Ber, dans la zone de Tombouctou, jusqu'à la stabilisation et la pacification de la ville de Tombouctou. Et ensuite, l'opération s'est étendue jusqu'à Kidal. Et on a eu le couronnement de cette opération avec les différentes batailles de Tenzawaten, qui ont permis au monde entier de comprendre réellement qui soutient qui, pourquoi le Mali a du mal à se débarrasser de ces terroristes-là. Certes, notre outil de défense avait été négligé, mais si on peut quand même reconnaître un aspect aux différents présidents qui sont passés, c'est que c'était un complot international. Mais ils n'ont pas su mettre le doigt sur ce complot international. Ce complot international avait pour but d'abord, ne pouvait réussir que si on avait une armée faible, incapable de protéger le territoire malien. Et donc, ce travail a commencé. Pour bâtir une armée digne de ce nom, pour une superficie d'1 241 000 km², ce n'est ni 5 ans ni 10 ans. C'est 15-20 ans avec le développement d'une technologie militaire, des transferts de compétences. Ça prend du temps et la tâche n'est pas facile. Et donc, une fois qu'on a dit ça, cela ne rentre pas en contradiction avec le fait qu'il y a des attaques ci et là. J'ai eu à le dire sur le plateau ici. Les pays qui ont réussi à se débarrasser plus ou moins à 98% du terrorisme et des mouvements rebelles sécessionnistes. C'est le long terme. C'est le long terme. Oui. Mais surtout, j'ai dit ici sur le plateau que la guerre contre le terrorisme s'arrête au moment de son paroxysme. Le paroxysme, c'est au moment où la guerre atteint son plus haut intensité. Plus la guerre atteint une plus haute intensité, plus on s'approche
de la fin de la guerre. Plus la guerre est à basse intensité, plus le terrorisme profite pour se diffuser. Et donc, le fait que les attaques se multiplient un peu partout, se font un peu partout, Kilokoro, etc., ça, c'est une conséquence de la réalité sur le terrain. Comme Touré l'a dit, il n'y a plus de territoire sanctuarisé qu'ils maîtrisent. Donc, selon vous, c'est la débandade? C'est la débandade. Donc, ils essayent de faire des coups, des attentats, j'appelle ça des attentats ci et là. Vous avez vu qu'au début, les attentats, c'était contre les postes de police, de gendarmerie, mais ils commencent à faire des attentats contre des sociétés de BTP qui construisent des routes. Ils commencent à faire des attentats contre des usines. Ça veut dire que la guerre contre le terrorisme a des phases et nous rentrons dans une nouvelle phase qui n'est pas la dernière des phases. Et donc, il ne s'agit pas de dire aux Maliens que c'est facile ce combat, mais il s'agit de dire qu'on est sur la bonne voie. On doit accentuer cette politique de renforcement de notre armée sur les 5-10 années à venir pour pouvoir pacifier totalement le pays. Tous les autres volets dont on va parler nécessitent que ce volet-là soit installé. Il n'y a pas de problème. Avant d'arriver au docteur Touré, M. Yattara, vous avez parlé du statu quo et vous avez cité certains éléments du discours du général Wagué en 2020. Mais M. Yattara vient de dire que vraiment la lutte contre le terrorisme, nous devons nous inscrire dans le long terme. Donc, selon vous, vous dites que pendant 5 ans, ce qui se faisait en 5 ans, les villages brûlaient, que c'est la même chose aujourd'hui. Mais cette lutte, il faut reconnaître aussi que c'est le long terme. Vous savez, c'est pas la solution de ce projet, c'est sur un long terme que de pouvoir lutter contre l'insécurité, contre le terrorisme. Non, non, non. Je crois que nous sommes... Le Mali, depuis 2012, ne parle même pas du terrorisme. Depuis 2012, le Mali est dans une guerre qui n'en finit pas. Et nous sommes aujourd'hui en 2025. Comprenez, ça fait combien d'années déjà? Ça fait pratiquement 15 ans aujourd'hui que nous sommes dans cette lutte-là aujourd'hui. Vous comprenez? Et vous voulez encore qu'on mais les stratégies et les moyens n'étaient pas les mêmes. Vous voulez aussi qu'on se projette, non, vous voulez aussi qu'on se projette encore sur un long terme. Non, je dis que les stratégies et les moyens n'étaient pas les mêmes. Ce n'est pas une question de stratégie. Moi, je l'ai dit. En 2000, le Mali avait à peu près 1000 écoles fermées. En 2000. Le 18 août 2000. Aujourd'hui, on a à 2008 écoles fermées. Vous comprenez? Et aujourd'hui, en 2000, peut-être quelques villages avaient signé des pactes avec les djihadistes, mais nous sommes pratiquement à plus de 100 2020 ou 2000 2020 plus voilà. Excusez-moi, 2020. Voilà. 2020, excusez-moi. Effectivement, en 2020 aussi, le Mali avait quelques villages qui avaient signé effectivement des pactes avec les djihadistes, c'était un peu au nord, mais je crois que ce phénomène s'est étendu pratiquement sur toute l'étendue du territoire aujourd'hui, où les villages sont obligés de signer des pactes avec les djihadistes pour avoir la paix. Comprenez? Moi, j'ai dit, ce n'est pas sur un long terme qu'il faut se projeter pour lutter contre cette insécurité, pour lutter contre ce terrorisme-là. Forcément, je l'ai dit, il va falloir intégrer le paramètre de négociation, le paramètre de dialogue. Vous insistez là-dessus? Non, j'insiste là-dessus. D'accord. Même hier, j'écoutais le président Mohamed Idriss Déby. Il a dit, lui, il est soldat, il sait ce qu'est éviter la guerre. Il a dit, voyez-vous, la Libye, ça fait 12 ans de terrorisme. Voyez-vous, la Somalie, ça fait 5 ans. Il a dit, la seule solution pour lutter contre le terrorisme, Mohamed Idriss Déby l'a dit, c'est le dialogue. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Vous comprenez? Donc, il n'est pas plus soldat que lui. Comprenez? Il a lutté et seulement au Mali, non seulement au Mali, mais aussi en tant que fils de président, il a pris les armes pour lutter contre le terrorisme au Mali, mais aussi dans son propre pays. Mais lui, il a fini par comprendre que la lutte contre l'insécurité, contre le djihadisme, le terrorisme, ça ne peut pas se faire sans négociation. D'accord. Docteur Touré, aujourd'hui, vous l'avez dit, l'armée progresse beaucoup, mais c'est une guerre qui n'est pas du tout facile, à plusieurs facettes. Parce que vraiment, c'est devenu une nébuleuse, c'est très compliqué. Voilà, le territoire est grand et puis des attaques sporadiques par-ci, par-là. Aujourd'hui, il y a l'armée. Oui. Donc, il y a les services de l'armée, ça c'est la grande bête. Mais aujourd'hui, le Mali est dans les villages aujourd'hui. Quels doivent être nos comportements aujourd'hui pour aider cette armée? Oui, il est important de retenir qu'il n'a jamais été dit qu'on ne négocie pas. Mais les conditions de négociation sont connues. Et il est important de comprendre ce qui est important ici, c'est de retenir que grâce à l'armée, le Mali a retrouvé son territoire, le Mali a retrouvé sa dignité. Il est important de retenir que malgré les avancées, les défis existent. Il est aussi important de retenir que grâce à la reconquête territoriale, à la récupération des territoires, beaucoup d'écoles ont connu des années scolaires tout à fait normales, au nord, au centre. À reconnaître que la guerre que le Mali est en train de subir, c'est une guerre asymétrique.
dont il y a ce qu'on appelle l'asphyxie de l'économie, la destruction des chaînes de transmission. Si on parle des chaînes de transmission, c'est qu'on parle forcément de la fermeture des écoles pour ce qu'on appelle des nouvelles formes d'endoctrinement. Et pour répondre à la question, qu'est-ce que nous devons faire au niveau des villages, au niveau des villes? C'est d'accompagner l'armée et de se mettre en tête que c'est dans quoi nous sommes aujourd'hui. Ça n'a pas commencé non seulement en 2012, ça a commencé depuis l'installation des puissances coloniales. Et en même temps, à reconnaître que, moi je ne dirais pas que bilan, mais je dirais le bilan d'une étape. Parce que tout simplement la transition actuelle, c'est une transition complexe et dynamique qui est toujours en cours. C'est-à-dire que les contextes évoluent, les problèmes évoluent, les défis sont là, mais si on conjugue les efforts ensemble, nous pouvons faire l'émergence des solutions. Et maintenant, quand on dit qu'il y a attaque, quand on dit qu'il y a assaut de camps, quand on dit que des villages se brûlent, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais si on se réfère aux statistiques, combien de villages sont brûlés actuellement par rapport au temps? Combien de territoires sont récupérés par rapport à telle date, à tel temps? Quelles données disposons-nous actuellement pour confirmer ce que nous avançons? Moi, je dirais tout simplement que l'armée malienne, comme je l'avais toujours dit, c'est l'éveil du lion malien. Et actuellement, grâce à l'armée, il y a la restauration de l'ordre, de l'autorité de l'État. Grâce à l'armée, il y a le contrôle technologique du territoire national. Grâce à l'armée, des gens se combattent de jour comme de nuit, mais il faudrait reconnaître, même aux États-Unis, je l'ai dit, en France, en Chine, quelle que soit la puissance militaire d'un pays n'exclut pas les attaques terroristes. Ça n'exclut pas la guerre asymétrique. Pour votre information, l'usine qui fabrique les drones Akisi de la Turquie, l'usine a été attaquée. En Turquie. En Turquie, ça a été attaqué. La puissance est russe. Au moment que les Russes sont sur le front, l'aéroport a été attaqué par des drones. Ça a coûté la place au ministre des Transports. Les États-Unis, la même chose. Ça veut dire qu'on peut être dans la logique de comprendre que nous, Maliens, en tant que citoyens, nous devons nous donner la main. Qu'on soit ensemble, qu'on s'inscrive dans ce qu'on appelle l'écoute attentive, de comprendre les problèmes et que les citoyens à la base savent combien les femmes sont à la tâche. Et nous devons les aider. Comme je l'avais dit, il faut intégrer la dimension humaine dans ce que nous faisons par rapport à l'approche militaire. Comprendre que c'est des chefs de famille qui font l'ultime sacrifice. Comprendre que c'est des hommes comme nous, des femmes comme nous, qui souvent laissent leur famille, qui font du travail pas possible. Mais certes, le principal point de défi que j'ai toujours souligné, c'est que notre guerre asymétrique, ce n'est plus le terrorisme, c'est le terrorisme international soutenu par des États sponsors. Comme je l'avais dit, il y a un documentaire qui a été sorti l'autre jour par des médias internationaux qui auraient soutenu que les armements technologiques que les groupes utilisent aujourd'hui sont soutenus par des pays voisins. Donc cela veut dire que notre guerre, la fin de la guerre, ce n'est pas pour demain ni après, mais c'est qu'il faut qu'on se donne la main. Les villageois savent comment ça se passe. Maintenant, les villageois qui signent des accords, il faut savoir dans quelles conditions les accords ont été signés. Et pourquoi et comment. L'autre jour, paix à son âme, le président de la société civile de Menaka, enlevé, assassiné. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais la résilience nous oblige à accepter que nous sommes dans une situation dynamique qui nécessite vraiment des efforts continus. D'accord. Monsieur Aïdra, aujourd'hui, l'accompagnement du peuple, l'armée fait beaucoup, mais aujourd'hui, le peuple, qu'est-ce que le peuple doit faire vraiment pour accompagner cette armée-là? Premier vecteur, je vais citer le ministre de la Défense, Sadio Kamara, qui a dit dans une de ses interventions que si on enlève l'aspect guerre informationnelle et fake news et propagande dans la guerre, l'essentiel du travail serait facile pour eux. C'est pour dire quoi? Une armée intervient sur un territoire avec des populations. Les rapports entre cette armée et ces populations ne peuvent pas être bons si les populations sont intoxiquées. Surtout dans ce monde numérique. Par des fake news qui créent la panique. Ces fake news ont toujours les mêmes buts. Faire paniquer la population, créer une rupture de confiance entre la population et les dirigeants. Et
Malheureusement, historiquement dans nos pays, ces propagandes passaient par des chaînes officielles que nous-mêmes nous avons autorisées à diffuser chez nous, en la personne de France 24, qui sont des chaînes officielles rattachées au ministère de Défense d'un pays étranger, qui véhiculent un narratif. Et ces chaînes-là avaient pour but de faire paniquer les Maliens. Je m'en vais vous donner pourquoi j'insiste sur ces fake news-là. Lors de la prétendue colonne qui allait venir jusqu'à Bamako apparemment, les événements de Kona. Les termes ont leur sens, hein? Mais il y a eu plus de propagande que de réalité là-dedans. Les Maliens ont pris peur. C'est dans ce contexte de peur extrême que Djankouna a accepté la main tendue de la France. France elle-même qui a créé cette situation de panique. En disant que sans la France, les rebelles seraient déjà à Bamako. Pourtant, Modibo Keïta nous avait prévenu quand il mettait en place l'armée française et qu'il sachait l'armée malienne et qui chassait l'armée française de tout le territoire, notamment dans le nord du pays, dans le cadre de notre aide pour l'Algérie, pour ne pas que le Mali soit utilisé comme base arrière pour l'armée française. Et donc, les fausses informations, si nous véhiculons des fausses informations, nous rendons difficile le travail de l'armée sur le terrain parce que nous créons de la méfiance entre l'armée et la population. Des fausses informations qui tendent à discréditer l'armée en disant qu'ils auraient commis des exactions ci et là. Des fausses informations qui tendent à ce qu'il y ait des dissensions, des conflits d'intérêts au sein de l'armée. Toutes ces choses-là, nous devons faire attention. Nous faisons attention comment? En ne relayant pas quelque chose dont on n'est pas sûr de la source et de la provenance et de la véracité. Parce que si les fake news prospèrent, c'est nous qui les partageons. D'accord. Merci. Donc, M. Yatra, on va sortir de ce thème-là. Comme il l'a dit, aujourd'hui, l'information, c'est vraiment important. Donc, il faut faire extrêmement attention à l'information, surtout les fake news. Donc, sur ce plan informationnel-là. Je vais répondre à ça, mais permettez-moi de dire à M. Touré que sous aucun régime de 60 à aujourd'hui, le Mali n'a perdu sa dignité. Le Mali a toujours conservé sa dignité de Moro Keïta jusqu'à Assimi Goïta. Permettez-moi de dire à M. Touré que l'autorité de l'État... Mais au moment où les militaires maliens ne pouvaient pas se rendre à Kidal... Permettez-moi de dire... Non, permettez-moi... Non, je n'ai pas de dignité. D'accord. Je n'ai pas de dignité. Oui, c'est sur ça que je parle. Non, pas du tout. Allez-y. Pas du tout. Je vous en prie, pas du tout. Allez-y. Et sous aucun régime de Moro Keïta aujourd'hui, l'autorité de l'État ne s'est effritée. Jamais. Et quand il parle de guerre informationnelle de Sadio Kamara, moi je regrette. Toutes les informations dont il qualifie de fake, après nous voyons la confirmation par des communiqués de la DIRPA et de l'état-major. Mais peut-être les bilans diffèrent. Les bilans diffèrent, mais sont toujours confirmés par soit un communiqué de la DIRPA, soit un communiqué de l'état-major, de la cellule de communication de l'état-major des armées. Mais peut-être les bilans diffèrent de part et d'autre, et ça aussi c'est la guerre. Vous comprenez? Dont il parle, c'était une réalité. Après, on a discuté avec les militaires qui étaient sur le terrain. Il dit que ça a été amplifié. Non, c'était une réalité. Et c'était la guerre la plus préparée, je m'excuse. Et je me rappelle, c'est Yamoussa Kamara qui était le ministre de la Défense. Il a dit, nous sommes prêts, nous n'attendons que le goût des politiques. J'ai toujours dit aux gens, si le Mali n'a mené que 3 grandes guerres. 3 grandes guerres. Ça, c'est Burkina 74, Burkina 85 et la bataille de Kona. Ça, c'est la guerre conventionnelle. Et la bataille de Kona. Et la bataille de Kona. Kona, c'était une réalité. C'était pas des faits. Non, c'était pas des faits. Kona est tombé après une rude résistance de nos forces armées et de sécurité. Et ça, c'est clair. Et c'était les djihadistes et les touristes qui étaient venus en aide au MNLA. Notre armée a fait des sommets. On a discuté après avec les soldats de Kona. Kona, c'était une réalité.
s'il n'aurait été l'intervention de la France, ce n'était pas du tout une sorte de propagande pour permettre à l'armée française d'intervenir. Mais si l'armée française n'était pas intervenue ce jour-là, on ne parlait pas du Mali aujourd'hui. D'accord. Je m'inscris en faux. Non, pas du tout. Non. Ça, c'était clair. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous avez une sorte de courtoisie intellectuelle. On doit vraiment s'habituer entre nous. Il n'y a pas de problème. Vraiment, en essayant de ne pas utiliser certains termes. Vous comprenez? Il faut une certaine courtoisie intellectuelle. Et qu'on a, c'était une réalité, malheureusement. D'accord. Merci beaucoup. Docteur, on va sortir de ce thème-là. Pour sortir, je comprends la position d'Abdallah, mais l'essentiel pour moi, c'est de reconnaître que l'affront, les humiliations que nous avons subies de 2012 jusqu'à 2020, avec la récupération de Kidal et des autres emprises, pour moi, la sécurité et les femmes nous ont permis de récupérer notre territoire, de rétablir notre honneur et notre dignité. Quand je parle de dignité, il faut dire quoi? Nous-mêmes, nous avons été capables de récupérer les emprises, d'aller à Kidal, d'aller partout sans ces puissances internationales qui étaient là pendant 10 ans. Quand je parle de dignité, c'est pour dire que malgré le complot, malgré l'humiliation connue, l'armée malienne, nous avons pris le courage, les femmes ont pris le courage de rétablir l'honneur, pour dire que nous sommes capables d'effectuer et de récupérer notre territoire. Merci beaucoup. Donc nous allons parler beaucoup d'aspects aujourd'hui. Donc du bilan sécuritaire, nous allons au bilan économique. Monsieur Badi, vous êtes expert statisticien. Aujourd'hui, l'économie, la sécurité d'abord, mais l'économie, c'est le jour au jour. L'économie, c'est, comment on va dire, la colonne vertébrale aujourd'hui, de 2020 à aujourd'hui, sur le plan économique. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le plan économique. J'aimerais aborder le bilan d'une manière un peu spécifique sur l'aspect économique, en répondant à un certain nombre d'opinions que j'entends ci et là, pour profiter de ces opinions-là, pour répondre à ces questions que les gens se posent. Beaucoup de gens disent que nous nous sommes isolés, que nous avons fait partir beaucoup de partenaires. C'est pour ça que la situation économique est difficile. D'autres disent même qu'on a quitté un grand ensemble pour un petit ensemble. Un petit ensemble, etc., etc. Mais en réalité, avant de juger un bilan économique, il faut d'abord connaître la situation dans laquelle nos pays sont. Et je vais faire une minute rapide là-dessus, en lisant un livre, le livre de Tibor Mende. C'est écrit de l'aide à la recolonisation. Ah, la recolonisation, ok. C'est un livre qui est écrit en 1979. Tibor Mende est un fonctionnaire des Nations Unies qui a travaillé beaucoup à aider les pays. De quelle nationalité? Bon, je ne connais pas très bien, mais je crois que ça doit être en Amérique latine ou portugais, un truc comme ça. Donc, il dit dans le livre, donc de l'aide à la recolonisation, il dit: mais à la rencontre avec l'impérialisme occidental et avec le système économique dans lequel les zones coloniales ont été insérées, la guerre fournit qu'un mince vernis de modernisation. Elle a créé quelques grandes villes, habituellement des ports, dans lesquels le système d'import-export imposé par la nouvelle économie a pris forme. Les modestes débuts d'une classe moyenne et des moyens de communication adaptés, soit aux intérêts stratégiques des concurrents, soit à l'évacuation des richesses naturelles. Elle a donné naissance à des enclaves industrielles utilisant des capitaux importants et incapables de créer un pont entre l'artisan et les techniques nouvelles de production, ainsi que de petites élites intellectuelles formées par l'enseignement occidental classique. Nous, ce que nous devons faire pour le développement de notre économie, c'est d'abord récupérer les outils monétaires qui nous permettent de nous développer correctement. Il faut renationaliser les richesses. Tous les pays récents dans le monde entier qui se sont développés rapidement l'ont fait. Si on regarde les pays du Golfe, ils l'ont fait avec leurs ressources naturelles. Dubaï, Qatar, Émirats, etc., Algérie, Égypte, c'est des pays qui exploitent eux-mêmes leurs ressources naturelles et les gains de ces ressources naturelles sont redonnés, réinvestis dans la population. Prenons un exemple encore plus récent. Kadhafi. Dans le pays de Kadhafi, dès que tu te mariais, tu avais droit à un logement.
c'était parce que la Kadhafi était... Nous aussi, nous sommes riches, mais pourquoi Kadhafi, nous, on n'a pas pu faire ça? Non, nous n'exploitons pas nos ressources nous-mêmes en tant que nation. C'est des acteurs privés. Et donc, ce que Tibor Mende veut dire par là, c'est que l'Afrique est plongée dans un système où on doit faire nos économies en se basant sur l'exportation de matières premières, soit ressources minières, matières premières, soit agriculture, coton, café, etc. Mais cela a été imposé ou bien c'est ça a été imposé. Ah. C'est pour ça que nos colonies servent à ça. Les produits sont rapatriés en Europe et là-bas, les industries les transforment. C'est le schéma dans lequel on nous a mis, on est encore dans ce schéma. Et donc, pour revenir au bilan de la transition ayant compris qu'il faut récupérer de la souveraineté économique, a pris un certain nombre de mesures économiques qui me semblent fondamentales. D'abord, la réforme du code minier qui va permettre à l'État, suivi de l'audit, qui va permettre à l'État de récupérer plus d'argent. Et aussi de récupérer les mines qui seront abandonnées ou non utilisés par des compagnies extérieures pour reprendre cela. Donc, nous souhaitons qu'ils vont aller au-delà en nationalisant les ressources minières. Ça veut dire quoi? On ne donne plus de permis à une société pour exploiter. Toute société qui exploite, c'est 60% minimum pour l'État, 40% pour le partenaire qui vient. Donc, de telle sorte que l'argent qu'on aura de ça, c'est ça qui va nous aider à financer le pays. Donc, il y a eu le secteur minier, il y a eu le secteur télécom, les nouvelles taxes qui ont mis en place. Selon vous, les bonnes bases se mettent en place. Les bonnes bases se mettent en place. Mais les résultats pour la population lambda, ce n'est pas maintenant. Donc, l'État est redevenu majoritaire dans Sotelma Malitel. Ils ont racheté des parts avec les Marocains. Il y a aussi le cas de BNDA, où on avait les Allemands et les Français, où l'État est en train de récupérer les parts. Je pense que la logique va continuer dans beaucoup de secteurs stratégiques pour que l'État puisse avoir de l'argent. Et ces différentes politiques-là mettent les bases. Mais ce n'est pas ça qui va faire que le prix de la viande va être très bas sur le marché demain. Ce n'est pas ça qui va augmenter du jour au lendemain la production agricole. Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, nous qui connaissons la nature des problèmes, les difficultés de nos économies... Donc, c'est une refondation de base économique. C'est une refondation de base économique. Les résultats vont se faire si on continue à travailler davantage. Mais ce qui est sûr, pour financer notre développement économique, l'argent là, des institutions de Bretton Woods, ça va nous attacher. Ça ne va pas nous permettre d'être indépendants. Okay? Et c'est cet argent aussi qui favorise la corruption. Parce que si... des gens qui donnent l'argent et qui vous disent on vous donne l'argent, allez-y dans ce sens. Les fonctionnaires et les représentants de l'État qui bénéficient de cet argent avec des voyages, des missions, des per diem et autres, mais ils vont dire que ce que ces gens-là disent, c'est ça qui est bon pour le pays. Mais ce qui est là aussi, de 1960 à aujourd'hui, pourquoi nos présidents aussi n'ont pas refusé ça? En réalité, ce livre nous invite à être autonome et responsable financièrement, à apprendre à nous développer avec nos propres ressources et arrêter d'avoir un déficit structurel financé par des aides qui viennent ensuite nous conditionner des choses. Ça, tant qu'on ne clarifie pas ce sujet, on ne peut pas parler de politique économique d'abord. Ah, d'accord. Merci, Monsieur Yattara. 5 ans, 2020 à 2025, votre regard sur l'évolution économique au Mali? Le premier constat, c'est que le Mali, sous cette transition, a perdu sa troisième place de la zone franc. Le Mali était troisième économie de la zone franc jusqu'en 2023. Et 2024, pratiquement, le Burkina nous a supplantés. Et on est même en passe d'être dépassé par le Bénin dans un proche avenir. On a parlé de détérioration des termes de... Enfin, j'allais parler de détérioration des termes de l'échange. Oui, c'est bien ça. Non, détérioration du pouvoir d'achat. Non, je ne parlais pas de ça. Détérioration du pouvoir d'achat des Maliens. Mais force est aussi de reconnaître que l'État a fait de son mieux dans ce domaine. Parce que la masse salariale, c'était jusqu'en 2020. En 2022, c'était 690 milliards. Et en 2024, c'était 964 milliards. Par la mise en œuvre des PV de conciliation des différentes centrales syndicales et aussi l'amélioration de l'indice de la valeur indiciaire aussi qui passe de 400 à 470 à l'horizon 2030. Vous comprenez?
Effectivement, le Mali a subi effectivement les effets non seulement de la Covid-19, qui a fait que beaucoup d'entreprises sont parties en faillite, les petites entreprises effectivement sont parties en faillite, mais aussi cette crise énergétique aussi, qui a aussi plombé les ailes de beaucoup de nos petites entreprises, de moyennes entreprises. Donc effectivement, le problème se trouve à ce niveau-là. Mais aussi, il ne faut pas aussi oublier les 6 mois de sanctions de la CEDEAO, oui. Et avec le gel de nos avoirs au niveau de l'UEMOA qui a beaucoup joué sur notre économie. Donc, à la décharge de nos autorités, on peut citer ces raisons comme ça. Mais le problème aussi, c'est quoi? C'est qu'il va falloir que, très honnêtement, on change. Parce que nous avons pratiquement un budget de recettes fiscales. Vous comprenez? Et parce que tout simplement, on n'a pas voulu mettre en œuvre nos avantages comparatifs. Et c'est quoi? L'agriculture, l'élevage, la pêche. Quand je vois encore le plan d'action du Premier ministre qui a présenté au CNT, on parle encore d'importation de riz, on parle encore d'importation de blé, avec tout ce... Mais le code minier, vraiment, c'est une avancée. Je viens au code minier. Et malgré ce potentiel de l'Office du Niger, malgré ce potentiel de la zone de Diré, on parle encore d'importation de riz, de sucre et pratiquement de blé aussi. Moi, je trouve que c'est une mauvaise politique. Il va falloir vraiment tout mettre dans l'agriculture, l'agriculture effectivement grand A, l'agriculture, l'élevage et la pêche. C'est ce qui est notre avantage en réalité, et non pas s'adonner uniquement à des importations. Vous parlez de la CEDEAO, non? Le code minier. Le code minier. Effectivement, on nous a fait croire que effectivement, le nouveau code minier qui est ramené à 35%, avec l'État effectivement et les privés, va nous permettre d'absorber notre déficit budgétaire à concurrence de 500-600 milliards. Mais on a fait un redressement fiscal au niveau des mines qui nous a permis de recouvrir à peu près 700 milliards en novembre 2024. Mais 700 milliards n'ont jamais été inscrits dans le budget d'État. Et pourtant, on dit qu'on a utilisé, non seulement pour payer les arriérés, les mandats qui sont en souffrance, mais peut-être pour acheter aussi de l'armement. Mais ça n'a pas été inscrit dans le budget d'État. Et pourtant, on a pu recouvrir à peu près 700 milliards. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas se focaliser sur les mines. Les mines ont une durée de vie. Moi, j'ai dit notre économie doit être basée sur l'agriculture et l'élevage. Tant qu'on ne mettra pas en valeur l'agriculture et l'élevage, avec l'avantage même que nous offre, disons, le ciel et Dieu, je crois qu'on aura fait fausse route. Mais avec l'assainissement aussi du secteur minier, moi je pense que nous aurons fait beaucoup d'avancées aussi. Bon, vous savez, c'est très complexe. Le secteur minier là, est très complexe, non seulement avec les mines artisanales, mais aussi avec les mines industrielles. Moi, je m'inscris en faux quand on dit que l'avenir du Mali s'inscrit dans les mines. Non, je dis toujours les mines ont une durée de vie, forcément. Il va falloir qu'on parle de l'agriculture et de l'élevage et de la pêche. Et puis aussi mettre en place aussi de la formation professionnelle en adéquation avec ces secteurs prioritaires et ces secteurs créateurs d'emplois. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on aura fait fausse route. On s'inscrira davantage des déficits budgétaires. On sera obligé chaque fois d'être sur le marché monétaire de l'UEMOA en train d'emprunter de l'argent pour absorber notre déficit budgétaire. D'accord. Docteur Touré, c'est Antoine. Votre regard sur l'économie? Oui, parallèlement à mes prédécesseurs, j'ai écouté avec attention. Ma première lecture, c'est qu'il est recommandé en termes de souveraineté d'avoir ce qu'on appelle les pyramides de souveraineté. Et en premier point, qu'est-ce qui a été dit? C'est l'économie. Battre sa monnaie, montre sa puissance, montre sa culture. Si on parle de dollars américains, on fait référence aux États-Unis. Si on parle de l'euro, on fait référence à l'Union européenne. Donc, l'AES, en tant qu'entité, a bien compris le jeu. Mais compte tenu des défis de survie et d'existence, l'AES aurait inversé de façon pyramidale les pouvoirs de la souveraineté, en commençant par la souveraineté politique. C'est-à-dire installer sa politique de souveraineté sans ingérence, installer sa politique militaire et penser actuellement aux questions de relance économique. D'où nous avons certainement, pour rappel pour vous et d'autres, que nous avons la banque d'investissement de l'AES. À comprendre que les actions sont en cours au sein de l'AES, notamment la nationalisation, l'accentualisation, l'industrialisation, des avancées sont en cours. Malgré tout ceci, les défis sont là. Et quels sont les défis que nous avons en termes de lance économique, que moi j'avais proposé en son temps de faire l'état général contre la vie chère, parce qu'il y a la question d'employabilité des jeunes. Les questions d'emploi se posent. Il y a la guerre économique qui tend à asphyxier l'économie de l'AES. C'est-à-dire les unités de production qu'on attaque
on essaie de mettre 200, 300 jeunes en chômage. C'est pour dire que tout est lié à cette question que les gens ne veulent pas comprendre, c'est la question sécuritaire. C'est-à-dire que l'AES aurait inversé cette pyramide de souveraineté en commençant par la sécurité, la politique. Maintenant, les questions monétaires, les questions économiques sont là. Et le PAG du Premier ministre l'a dit. En termes de souveraineté et de sécurité alimentaire, il faudrait un apport. Parce que les zones d'agriculture par excellence sont attaquées aujourd'hui. Les récoltes sont brûlées. Les champs sont interdits d'accès. En attendant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un apport. Il faut compléter les besoins en céréales. Donc, ce PAG s'inscrit dans ça. Et maintenant, pour comprendre aussi notre économie, c'est que je l'avais dit tout le temps, tant que la question de la relance de l'employabilité des jeunes ne se prenne pas, il est très difficile de parler de relance économique. Parce que ce qu'on constate, malgré les efforts du gouvernement à recruter, à faire le minimum, le maximum pour les citoyens, du jour au lendemain, c'est des écoles, c'est des unités qui sont attaquées pour pousser la rentabilité économique et accentuer la vie chère. Donc, c'est pour dire que cette guerre que nous avons connue est plutôt dans une guerre économique, une guerre informationnelle, une guerre diplomatique. Mais heureusement, là, donc, selon vous, tout est lié. Tout serait lié, à mon avis. Tout serait lié parce que si aujourd'hui vous avez des unités industrielles qui sont construites, du jour au lendemain sont attaquées. Si vous avez des routes BTP, comme je l'avais dit, Abdallah Wali, qui aime beaucoup Tombouctou, notre route pour nous désenclaver, la zone de Tombouctou, notre route Gomokura, qui a été attaquée, sous ATT 50%, les machines ont été brûlées. C'est pour dire que tant que l'employabilité n'est pas résolue, il est difficile. L'employabilité amène à la précarité, ça amène à l'insécurité. Donc vraiment, c'est cette question que l'AES est en train de prendre avec la banque d'investissement. Et nous espérons que ça va s'accélérer dans les 2 jours. Merci beaucoup, Dr Touré. Donc nous allons sortir avec le bilan diplomatique. Aujourd'hui, M. Aïdara, la diplomatie malienne, parce qu'il y a eu un moment de 2020, 2021, 2022, c'était vraiment chaud. Et nous avons vu vraiment notre ministre des Affaires étrangères qui a beaucoup fait, il a beaucoup plaidé, il a beaucoup parlé surtout aux Nations Unies et partout. Aujourd'hui, comment voyez-vous notre diplomatie? Alors, notre diplomatie, c'est une diplomatie de rupture avec les pratiques que nous avons connues depuis 1991. C'est une diplomatie panafricaine qui se recentre sur l'intérêt des populations. On ne peut pas parler de bilan diplomatique sans parler des 3 principes qui guident aujourd'hui l'action diplomatique, mais l'action même de notre État, qui a été même inscrit dans la nouvelle constitution. Oui. Et il faut d'abord rappeler que on avait abordé l'aspect sécuritaire et l'aspect économique avant l'aspect diplomatique. Mais la diplomatie est quand même l'élément qui a permis d'avoir tous les résultats sécuritaires dont on a parlé. C'est cette même diplomatie qui va être mobilisée pour pouvoir faire une relance économique. Sans diplomatie, la reconquête des régions du Nord et la mise en route de notre armée n'aurait pas été possible. Parce que la question militaire des armements, c'est assez diplomatique. On n'achète pas les armes comme ça avec n'importe quel partenaire, etc. Il y a des accords, il y a des blocs, etc. Il y a des restrictions, il y a des sanctions liées à cela. Donc, en termes de bilan, moi j'ai 10 éléments à noter sur l'aspect diplomatique. On a la rupture de l'accord de défense avec la France, donc Barkhane, Takuba, etc. Et les accords de convention fiscale entre le Mali et la France, le dispositif du G5 Sahel, la notion de porte-plume aux Nations Unies qu'on a remis en cause du point de vue de la France pour récupérer notre souveraineté à ce niveau-là, le non-renouvellement du mandat de la MINUSMA avec tous les pays, toutes les forces étrangères de tous les pays inimaginables qui étaient sur notre sol, et la remise en cause de l'accord d'Alger et le changement de doctrine sur la question du mouvement armé sur le territoire du Mali. J'aimerais un peu détailler sur ce dernier point et rejoindre l'argumentaire très intéressant que Touré a donné tout à l'heure à Yattara, en disant à Yattara que personne n'a dit qu'on ne négocie pas.
toute guerre finit à la table. Mais on va à la table avec un rapport de force et des réalités de terrain. Donc, les conditions qui ont été données, c'est ces conditions qui ont changé. Le Mali ne veut plus négocier en position de faiblesse. Le Mali veut négocier en position de force. Le problème fondamental qui a fait que la crise a duré, elle ne date pas de 2012, elle date de l'accord d'Océrès de 1958. On est vraiment dans la diplomatie là. C'est depuis ce moment-là que cette affaire germe. Vous savez pourquoi on n'en arrive pas à sortir? Parce qu'on a eu toujours une classe politique, des dirigeants politiques qui refusent de combattre les mouvements sécessionnistes, mais qui les trouvent des explications, des justifications parce que ce n'est pas développé, parce qu'il y a la pauvreté, parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a la corruption, parce qu'il y a le vol. Donc si on se redéveloppe, on n'a qu'à faire la paix, etc. On n'a qu'à négocier. On a toujours négocié en position de faiblesse sous tutelle étrangère. Alors que dans un pays normal, les dirigeants doivent dire on combat et on discute qu'avec ceux qui lâchent les armes et qui se rendent, et on les garantit de ne pas les attraper ou de ne pas les tuer, etc. On les donne un certain nombre de garanties, mais à condition qu'ils abandonnent les armes. Et le plus important pour moi, en tant que panafricaniste, c'est la création de l'AES et le retrait de la CEDEAO. C'était un souhait que nous avions depuis avant cette transition pour qu'on puisse aller vers une unité africaine palpable. D'accord. Merci. Je vais vers M. Yatra. Et donc, aujourd'hui, la diplomatie malienne, parce qu'au tout début, nous avons eu beaucoup de difficultés, mais en réalité, aujourd'hui, nous voyons qu'aujourd'hui, vraiment, le Mali brille. Le Mali, on peut dire même que le Mali fait un bon retour sur la scène internationale. J'en viendrai à la diplomatie, parce que vous savez, s'il y a un point sur lequel je suis un peu en phase avec les autorités, c'est peut-être par rapport à la diplomatie. Donc j'en dirai très peu. Mais je dirais tout simplement par rapport au sujet précédent qu'il faut reconnaître que nous sommes pratiquement avec un budget de guerre. La guerre a pratiquement plombé notre économie avec l'effort de guerre. Vraiment, il va falloir trouver une solution à ça. Pratiquement 650 à 700 milliards chaque année par rapport au budget. Ce qui veut dire que pratiquement, il va falloir trouver une solution à ça. Parce que cette guerre longue vraiment est en train de plomber nos efforts de développement. Et deuxièmement, même on le reconnaît avec la loi de finances rectificative de 2024. On a reversé 190 milliards aux forces armées de sécurité. Et même aussi avec cette loi rectificative de 2025, on a encore déversé encore une partie aussi de l'argent aux forces armées de sécurité. Pratiquement l'effort de guerre est en train de plomber nos efforts de développement. Et aussi la lutte contre la corruption aussi, et vraiment la corruption qui s'engraine aussi avec les différentes guerres qu'on a eues pendant cette transition, la corruption est en train vraiment de plomber les efforts de développement de nos autorités. Effectivement, je viens à Cissé, à Touré et à Haïdara. Le dialogue, je l'ai dit il y a longtemps, heureusement que vous êtes revenus à nous sommes sur la diplomatie. Je viens, c'est vraiment qu'ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Je l'ai dit sur ce plateau, c'est ce même plateau, qu'une fois qu'il a récupéré, c'était la dernière emprise, on devait partir à la négociation. On était en position de force. Et même maintenant, nous sommes en position de force. Parce que les 19 régions nous appartiennent. Le district nous appartient. Les 159 sur les 140, 140, 135. Mais que voulez-vous? Nous sommes en position de force. Nous sommes en position de force et on va négocier. Aujourd'hui, les relations du Mali avec d'autres pays, je suis en phase avec nos autorités. Rarement, le Mali a fait jouer le principe de la réciprocité. Et ça, je suis bien fait de mon pays par rapport à ça. C'est rarement on joue le principe de la réciprocité. Aujourd'hui, le Mali a fait valoir le principe de la réciprocité. Seulement qu'on s'est un peu mis à dos la communauté internationale à un moment donné. Ce qui fait que nos plaintes par rapport à l'Ukraine et à la France n'ont jamais encore abouti au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour que vraiment ces plaintes-là aboutissent, il faut que vraiment on soit en phase avec aussi la communauté internationale. D'accord, Touré, l'heure est déjà là. En quelques secondes, je comprends la position d'Abdallah. J'ai toujours dit et répété, il n'a jamais été dit qu'on ne négocie pas. Mais les conditions de négociation sont connues. Non, on ne va pas revenir sur ça. Deux points, c'est pour éclairer les téléspectateurs, ce n'est pas pour vous. C'est pour éclairer les téléspectateurs pour qu'ils comprennent. Il n'a jamais été dit qu'on ne négocie pas. Il a été dit pour négocier, il faut déposer les armes. D'accord. Et il n'y a pas de médiation. D'accord. À l'interne. On va sortir après ces 5 cas-là. La diplomatie, c'est un succès. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la création de l'AES, une diplomatie commune. Et la reconnaissance de l'AES comme instance de survie, et qui était nécessaire à un moment donné, où ce qu'on appelle les communautés internationales et autres nous ont abandonnés dans des situations de crise, sanctions illégales, sanctions de 6 mois économiques, etc. Il a fallu nécessairement se
se revoir, décider et s'assumer. Et notre diplomatie, à travers l'AES, c'est une diplomatie de souveraineté, une diplomatie souveraine. Et cette diplomatie aussi nous a permis quoi? À travers les orientations stratégiques, surtout militaires, d'aller vers des partenaires sincères. Haïdara l'a souligné, la Turquie, la Chine, la Russie, ce qui nous ont permis de nous moderniser à travers les FAMA, d'équiper l'entièreté de notre territoire et aussi à nous donner l'opportunité de s'ouvrir. Et le Mali refuse de ce qu'on appelle d'être le Mali est ouvert, mais les conditions sont toujours là. Quand on respecte les conditions, on peut travailler avec le Mali. Et actuellement, notre diplomatie, c'est une diplomatie d'attaque. C'est une diplomatie qui n'attend plus. On a la diplomatie culturelle, on a la diplomatie économique, l'attractivité, tout est là, mais il faut respecter les conditions pour être avec l'AES. D'accord, donc votre dernier mot là-dessus. Bon, le dernier mot, comme je l'ai... Sur les 3 thèmes. Sur les 3 thèmes, oui. Certes, il y a des avancées, les défis sont là, mais ce que je préconise toujours, que c'est ensemble. Ensemble, nous pouvons faire l'émergence des problèmes. Ensemble, nous pouvons tout faire pour que le Mali soit un Mali meilleur, un Mali où nos enfants grandiront en paix et en sécurité. Badi. Bon, très rapidement, moi je vais citer rapidement quelques éléments qu'on devrait envisager pour la suite. Renforcer l'AES. Moi je suis de ceux qui pensent que nous devons sortir des agendas nationaux et fusionner nos 3 pays, parce que je considère que les frontières actuelles du Mali, du Burkina et du Niger ne sont pas des frontières réelles. Nous devons créer un nouveau pays, donc avec ça s'accompagne une monnaie. Nous devons adopter le Bambara comme langue nationale. Nous devons faire la réforme de notre système éducatif. Sans cette réforme, il n'y aura pas le Mali d'un croix. D'accord. Yatara, en quelques secondes sur ces 3 thèmes. On a parlé de 3 sujets, la sécurité, l'économie et la diplomatie. Oui. Et je crois que ces 3 thèmes n'auront de succès que lorsqu'on abordera, qu'on retournera à une ordre constitutionnelle normale. Et je l'ai dit avec Assimi ou avec un autre comme président, ces 3 thèmes n'auront de succès que lorsque le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif. Merci, M. Yatara. Merci, M. Touré. Mais je vois le sourire de Badi. Et Ça reste à prouver. Ah, n'est-ce pas? Ce qu'il dit là. Merci bien, Touré. Merci, Badi. Merci, Yatara. Alors, merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, merci. C'était votre émission Regard croisé d'aujourd'hui. On était avec Désiré Dako à la réalisation, Fousseni Daou au son et Draman Kone à la diffusion. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Regard croisé le samedi prochain. Merci et à très bientôt.